J'écris des livres, j'organise des retraites spirituelles, je donne des consultations de coaching individuel et j'alimente régulièrement ma chaîne YouTube de vidéos que je tourne dans des beaux décors comme aujourd'hui. Et enfin, moi j'aime bien le décor, je le trouve inspirant, donc on peut dire que je vis de ma passion aujourd'hui. Mais est-ce que vous me croiriez si je vous disais que dans le passé, ne serait-ce qu'en 2012, je mangeais pas à ma faim, je dormais pas dans un lit, j'avais absolument aucun revenu et ma vie était pleine de souffrance et de tristesse? Eh bien, c'était le cas en effet. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mon parcours et comment j'ai fait pour vivre de ma passion en partant de zéro. Comme ça peut peut-être vous inspirer. Donc, c'est même pas que je partais de zéro, j'ai l'impression que je partais d'encore moins que zéro. Et pourtant, c'est possible, il faut juste se donner les moyens. Donc, je vais vous raconter un peu les étapes par lesquelles je suis passé et ça peut peut-être vous inspirer, vous aussi, à faire des transitions dans votre vie pour aller vers une vie qui vous plaît encore plus. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez probablement que j'avais un membre de ma famille, un membre ascendant de ma famille qui a un comportement pervers narcissique. Donc quand j'habitais chez cette personne, c'était un peu la torture mentale et physique. Ce que je subissais quand j'étais enfant, ça allait être principalement deux types de mauvais traitements, en plus de la violence psychologique et du comportement pervers narcissique. Ce que je subissais principalement, ça allait être de la violence physique, donc des coups, des échanges de coups, même en étant enfant, et principalement des lignes à copier. C'est-à-dire recopier des lignes « je ne fais pas ça, je dois faire ça », ce genre de choses. Mais pas juste 10 fois ou 20 fois, ça pouvait être plusieurs centaines, voire des milliers de fois. Et c'est aussi une forme de violence psychologique, ça peut prendre des heures, des jours à faire non-stop là-dessus. C'est une torture, surtout que que j'ai du mal à écrire de ma main droite, parce que simplement j'étais gaucher quand j'étais petit, on m'a fait changer de main, donc j'arrive à écrire, mais au bout de quelques lignes, ça devient très pénible pour moi. Du coup, ça, c'est ce que je subissais quand j'étais enfant. Quand j'étais plus grand, ça a dégénéré, c'est passé au level au-dessus. Donc, je dormais pas souvent dans mon lit, soit j'avais le matelas qui m'était retiré et je dormais par terre, soit je ne dormais simplement pas à la maison, soit parce que j'étais jeté dehors par cette personne, soit parce que moi, je devais partir parce que le climat était insupportable et je préférais encore me débrouiller dehors que de côtoyer cette personne, la violence, tout ça. Donc, je ne mangeais pas à ma faim, je n'étais pas assez nourri. Des fois je pouvais ne pas me laver pendant plusieurs jours parce que cette personne voulait que je ne le fasse pas tout simplement et que je n'avais pas le pouvoir de décider. J'ai donc passé du temps en foyer aussi, en foyer d'accueil, en foyer pour enfance, donc j'ai passé au total 2 ans et demi de ma vie en foyer. Et quand j'avais 19 ans, la situation est devenue vraiment critique, donc je manquais tout le temps de sommeil, je manquais tout le temps de nourriture. Dès que je passais devant un kiosque de nourriture, une boulangerie ou un doner kebab, j'avais grave faim, je me regardais la nourriture tout le temps, mon esprit y pensait tout le temps. Donc c'était pour vous dire que des fois je dormais même dans des cages d'escalier, enfin je poussais la porte, ça s'ouvrait tant mieux, ça s'ouvrait pas tant pis. Donc voilà, c'était difficile pour moi à ce moment-là. Et je parle de la porte du hall d'immeuble, tout simplement. À 19 ans, c'est devenu vraiment trop critique, c'était tout le temps comme ça, je pouvais plus penser à autre chose que ça en fait, c'était de la survie. Donc il fallait que je parte, coûte que coûte. J'ai senti, c'était même pas une pensée, je l'ai même pas décidé mentalement, c'est tout mon être qui a senti qu'il fallait que je parte. Donc j'avais très peur, mais j'ai trouvé des solutions pour partir. À ce moment-là, j'ai contacté un éducateur que j'avais rencontré plus tôt, quand vous savez que j'étais en foyer, quand j'étais plus jeune, tout ça, comme je vous ai dit, et il m'a donné de l'aide. Il m'a proposé un contrat avec le conseil général qui me permettrait d'avoir temporairement un logement gratuit que je n'avais pas à payer, en échange que je continue mes études, mais c'est un contrat temporaire, ça ne durait pas longtemps, et c'était quelque chose pour les jeunes majeurs qui avaient déjà un lien avec le conseil général, et maintenant ça s'appelle conseil départemental, et pour les aider à s'en sortir en fait. Donc j'ai saisi cette opportunité, l'éducateur m'a beaucoup aidé, donc merci à lui s'il regarde cette vidéo. Et c'est ça qui m'a aidé principalement à me sortir, mais j'ai mis toutes les chances là-dessus. J'ai réussi grâce à ça à trouver un logement et à m'extirper de la présence toxique du parent pervers narcissique, du membre de la famille pervers narcissique que j'avais. Donc l'emprise a continué même une fois que j'étais dans l'autre logement. Cette personne a continué à me suivre, à essayer de me tourmenter, à se rendre à mon travail. Enfin, au départ, j'avais pas de travail. Donc j'étais dans ce logement, j'avais juste le logement et le repas qui étaient fournis. Mais je n'avais aucune source de revenus. Au bout d'un moment, quand je me suis un peu remis, que je me suis calmé, que j'ai passé du temps seul, du temps avec des potes, et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je trouve de l'argent parce que mon contrat avec le conseil général allait bientôt se terminer. Donc il fallait que je travaille. C'était une chose que je n'avais jamais faite. La personne qui avait un comportement pervers narcissique, qui vivait avec moi, ne travaillait pas non plus.
en arrêt maladie, ce genre de choses, dépression, enfin vous voyez, invalidité. Bon, donc j'avais pas le modèle de personnes actives qui travaillent. Donc pour moi, travailler, c'était un truc de dingue, c'était ce que je n'avais jamais fait. Bon, maintenant je fais que ça. Mais à l'époque, pour moi, je voyais ça comme le travail, c'est réservé aux adultes. Mais moi, je suis qu'un enfant, c'est ce que je me disais, j'avais 19 ans à l'époque. Et j'ai réussi à trouver du travail. Pendant plusieurs mois, j'ai cherché du travail d'arrache-pied. J'ai postulé partout, j'ai passé toutes mes journées à ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a proposé un poste pour travailler dans les rayons à Auchan. Donc je l'ai saisi directement, j'ai dit oui, j'ai signé, j'ai travaillé dans les rayons à Auchan pendant 3-4 mois. Puis une fois que ce contrat allait se terminer, j'ai trouvé, grâce à l'aide de la mission locale, de Pôle emploi, un travail à la CAF. Je suis resté pendant plusieurs mois travailler à la CAF, pendant 2 ans je suis resté là-bas. Et au bout d'un moment, je supportais plus trop le climat toxique qu'il y avait à la CAF. D'une part, je m'ennuyais à mort, parce que ce travail, il m'a beaucoup apporté déjà. Il m'a aidé à avoir un salaire, à avoir un travail convenable, parce qu'on travaille dans un bureau, c'est quand même cool. Vous voyez, c'est pas la merde non plus. C'est un travail d'employé. C'est un travail où tu travailles pour un patron, un travail qui n'a pas forcément de sens, mais par contre ça passe quoi, c'est sympa. Donc grâce à ça j'ai pu m'installer avec ma compagne de l'époque, j'ai pu avoir un logement décent, j'ai pu me mettre bien et voilà, j'ai pu me stabiliser, me créer une situation sympa, me placer en sécurité on va dire. Mais au bout d'un moment, je commençais à vouloir plus, à avoir envie de plus. Je commençais à avoir envie d'un travail qui a un sens pour moi, d'avoir ce luxe, vous voyez. Parce que tous les jours au travail, je faisais la même chose, je traitais des dossiers du matin au soir. Ça devenait ennuyeux. Ce qu'il se passe, c'est que quand mon réveil sonnait, je devais m'arracher à mon lit parce que j'avais pas envie de me rendre au travail. Je me disais, oh non, mon réveil sonne, c'est horrible. Et je me traînais jusqu'au travail. Tous les jours, j'attendais la fin du boulot. J'attendais l'heure à laquelle je pourrais badger et pointer en sortie. Et j'attendais ça avec impatience. J'attendais le week-end. Chaque jour que le travail finissait, pour moi, c'était une libération. Je me sentais bien. Et un jour, j'ai eu mon déclic. Et je me suis dit, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal que je passe 38 heures, même plus, de ma semaine à faire un truc que j'aime pas beaucoup, que j'aime pas tout court en fait. C'était pas le bagne non plus, ça va. Je travaillais dans un bureau, c'était payé normalement, voilà, ça allait. Mais je voulais pas passer 38 heures de ma semaine à faire quelque chose qui avait aucun sens pour moi et qui m'ennuyait profondément. Je me suis dit, j'ai envie de faire un truc qui m'inspire, j'ai envie de faire de grandes choses. Et ça, c'était tout nouveau pour moi d'oser penser comme ça. Donc, j'ai quitté mon poste à la CAF parce qu'au niveau direction, management, tout ça, il y avait un climat assez toxique. Ils nous disaient pas tout, il y avait de la manipulation, ils nous écoutaient pas quand on parlait, ils nous traitaient comme des enfants, ils infantilisaient le personnel, tout ça, enfin, c'était pas sain du tout. J'ai quitté la CAF, j'ai trouvé un poste de téléconseiller chez ETS, ça s'appelait Euro Téléservice et franchement c'était super. Les gens étaient vraiment sympas là-bas, c'était une ambiance beaucoup plus humaine. Mais le travail, les actions de téléconseiller, c'était quelque chose de robotique. Et au bout d'un moment, comme je suis assez sensible, j'avais fait vraiment le tour du métier et c'était vraiment une torture psychologique que de répondre à des coups de fil toute la journée, non-stop pour moi. Donc j'ai arrêté, je suis parti, j'ai quitté le job. J'ai traversé une période de chômage, c'est à ce moment que j'ai commencé à monter mon entreprise. En parallèle de ça, depuis plusieurs mois, je me formais à la sophrologie. Il y avait quelqu'un qui m'a inspiré à me former à la sophrologie, donc j'ai suivi ses conseils. Et déjà, quand je travaillais à la CAF, j'ai commencé une formation de sophrologue. Les gens trouvaient ça bizarre, les gens ne connaissaient pas. C'était pas autant la mode du bien-être, de la méditation, de la sophro que maintenant. Revenez par exemple 5 ans en arrière, il y a 5 ans, le bien-être, la méditation, le yoga, la sophrologie, c'était pas autant en vogue que maintenant, c'était pas autant la mode, c'était encore considéré comme un truc bizarre et ésotérique. Maintenant ça va, ça se popularise vraiment plus, c'est tant mieux. Donc je me formais à la sophro et quand j'avais signé mon contrat de téléconseiller, l'entreprise m'avait dit que si j'avais qu'un seul samedi par mois où je devais me former à la sophrologie, ça ne poserait pas problème. Mais il se trouve que cet engagement-là, ils ne l'ont pas tenu et j'ai manqué, c'est normal, je les comprends, hein, c'est l'entreprise, ils ont des besoins. Mais du coup, moi, je manquais ma formation de sophro. Et c'était ce qui était prioritaire pour moi. Alors, au lieu de me mettre en arrêt maladie quand je devais aller me former, j'ai simplement quitté le job. J'ai commencé à me former à la sophrologie sérieusement. J'ai lancé mon business de coaching et j'ai commencé à travailler tous les jours sur mon business de coaching. J'ai compris que si je voulais vivre de mon métier du coaching à plein temps, il fallait que je travaille dessus à plein temps.
Donc chaque jour, je me levais tôt le matin, je travaillais toute la journée, je m'accordais un petit moment de répit le soir et je dormais. Et je faisais ça non-stop tous les jours, le plus de jours possible. Et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'échecs. J'ai échoué beaucoup dans mon entreprise. À ce moment, toutes les vidéos que je postais, les articles, les actions que je faisais ne me donnaient quasiment aucun résultat. C'était à s'arracher les cheveux. Je me remettais en question, je doutais de moi, je me doutais si j'avais choisi la bonne voie. Mais j'ai continué. Je me suis dit, comment je m'imagine heureux dans le futur? Je m'imagine heureux en faisant du coaching, pas en faisant autre chose. Donc j'ai travaillé tous les jours, difficilement, et ça a fini par porter ses fruits. J'ai amélioré la qualité de mon contenu, je me suis remis en question, j'ai travaillé dur pour améliorer mes vidéos, pour améliorer mes connaissances. J'ai suivi au total une formation de sophrologie dans 3 écoles différentes pour la sophro, plus une formation en coaching. Et au bout d'un moment, petit à petit, mon business est devenu pérennisé. Donc ma routine un peu, c'est devenu les consultations, tourner des vidéos. J'ai continué à écrire mes livres, maintenant j'organise des retraites spirituelles. Ça fait plusieurs années, donc là j'ai trouvé un équilibre. Ça fait plusieurs années que je fais des consultations de coaching individuelles principalement. Maintenant je rajoute les retraites spirituelles, j'écris des livres, voilà, je rencontre des gens sympas en retraite, des gens sympas en coaching, je diffuse mon contenu, mes livres. Et aujourd'hui je vis de ma passion, j'en vis pleinement, j'en vis bien. Et c'est quelque chose qui est possible. Je l'ai fait en partant de moins que zéro. Et je l'ai fait tout seul. Bon, il y a l'éducateur qui m'avait aidé à avoir le contrat pour faire la transition, mais je pense qu'on peut tous trouver de l'aide à certains moments, surtout de l'aide de l'État. Si vous êtes dans une situation précaire ou difficile, l'État français, il va en général toujours trouver une solution pour vous. Vous n'êtes jamais totalement à 100% dans la merde. Même s'il y a certaines assistantes sociales, certaines personnes qui vous disent qu'ils ne peuvent rien faire pour vous, cherchez. Il y a forcément un truc à exploiter qui peut vous aider à vous en sortir. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous donner un message final. Mon message, c'est que si vous voulez passer d'une situation A à une situation B, c'est-à-dire d'une situation actuelle à une situation que vous voulez meilleure dans le futur, il va vous falloir 2 choses. Premièrement, il va vous falloir croire que c'est possible. Des fois, ok, vous avez des changements qui se passent dans votre vie, vous ne les avez pas décidés, ça se passe, c'est des opportunités, ça vient tout seul, c'est cool. Mais si actuellement votre situation, vous voulez la changer, dans un premier temps, il vous faut croire que c'est possible. Peut-être que c'est difficile, peut-être que ça va vous demander des efforts, que c'est pas donné, que c'est pas gratuit, mais que c'est possible. À partir du moment où vous croyez que c'est possible, ça vous crée une brèche dans votre situation présente. Ça vous montre que vous pouvez accéder à quelque chose de meilleur. Et deuxièmement, il vous faut faire des actions répétées dans la direction souhaitée pour transformer votre situation A en situation B. Il vous faut faire des actions répétées et continues pour finir par y arriver. Et vous les amis, quelle situation convoitez-vous? Et est-ce que vous vous donnerez les moyens de la réaliser surtout? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour inspirer vos amis. Et sachez que j'organise des retraites spirituelles si vous souhaitez y participer. Dans ces retraites, on se réunit pendant plusieurs jours en France ou à l'étranger dans un beau pays inspirant, près de la mer de préférence. Et on pratique la sophrologie et le coaching, donc on va trouver des solutions aux problématiques de notre quotidien. On va pratiquer la sophrologie, donc des techniques pour maîtriser notre esprit, pour aller plus profondément à la connaissance de soi. Et mes retraites spirituelles, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y participer. Il y a le lien dans la description pour les prochaines retraites. S'il n'y en a pas de prévu actuellement, vous pouvez inscrire votre mail sur le petit formulaire pour être tenu au courant des prochaines dates. Voilà les amis, je vous souhaite une belle vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.